Bonjour, Siliane Charles. Vous êtes co-auteure, co-directrice d'un recueil de textes qui s'intitule Sagesse et bonheur, études de philosophie morale. Vous êtes vous-même professeur de philosophie au département de philosophie et des arts ici à l'UQTR. Alors bonjour, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Vous nous présentez un livre, comme je disais, des textes réunis de plusieurs auteurs, je crois qu'il y a 11 auteurs, autour de la thématique du bonheur et de la sagesse. C'est venu d'où ce projet-là? À l'origine, c'était un projet d'échange entre le Mexique et le Québec sur l'état de la philosophie au Mexique et au Québec. Et donc, il nous était apparu tout à fait naturel de se questionner sur les problématiques morales. Et étant donné que les intervenants impliqués dans ce projet-là étaient principalement des historiens de la philosophie, avec pour un bon nombre d'entre eux des personnes qui s'interrogent sur la philosophie que nous on appelle moderne, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle. Évidemment, même si on s'intéressait aux thématiques contemporaines, on avait toujours un regard historique. Et un volet a été plus contemporain au Mexique, et l'autre volet a été un colloque à l'Université de Sherbrooke, organisé par moi-même et les deux autres collaborateurs du projet. Je suis également professeure associée à l'Université de Sherbrooke, c'était à ce titre-là. Et nous avons donc réuni 11 collaborateurs, 5 Québécois, 4 Brésiliens, et 2 du Mexique. Il y a donc eu un volet international supplémentaire avec des collaborations brésiliennes qui se sont ajoutées à ce colloque-là pour discuter de la conjonction ou non entre sagesse et bonheur. Donc par sagesse, on entend dans le fond tout ce qui relève de considérations morales, éthiques. Comment bien vivre? Qu'est-ce qui nous rend sage ou, disons, dans un état de connaissance et peut-être de sagesse supérieure. Donc, ce sont beaucoup des thématiques en rapport avec la sagesse, mais la morale également. Et bonheur, donc la question des effets, en quelque sorte, de ces connaissances sur la vie pratique et sur le bien-être en général. Est-ce qu'il y a des unions? Est-ce qu'il y a des désunions entre ces deux thématiques-là? J'imagine qu'il y a des unions entre les deux. Mais justement, vous mettez le doigt exactement sur l'angle qu'on a choisi d'adopter. Parce que les deux termes, traditionnellement, depuis l'Antiquité, ont été unis. C'est-à-dire le but de la philosophie, comme recherche de la sagesse, c'était d'atteindre le bonheur. La sagesse était la voie d'accès naturelle vers le bonheur. On n'imaginait pas un sage qui ne soit pas heureux. Et inversement, on n'imaginait pas quelqu'un de réellement heureux qui ne soit pas sage. Avec l'idée que peut-être il y a des bonheurs non philosophiques qui ne méritent pas le terme de véritable bonheur. Donc le vrai bonheur, c'est le bonheur du sage, c'est-à-dire qui s'allie à une compréhension globale du monde et des considérations philosophiques. Et à partir déjà de l'Antiquité, à vrai dire, mais ça s'est accentué à partir du XVIe siècle, notamment sous l'effet de la découverte du Nouveau Monde, des grands bouleversements de pensée qui ont suivi la Renaissance et qui ont entraîné la fin du Moyen Âge, tout simplement, le passage à l'ère moderne. On a un nombre de plus en plus grand de regards sceptiques envers cette union. Alors, soit que la sagesse n'existe pas. C'est tout simplement impossible de savoir quoi que ce soit en vérité. Donc, des critiques d'ordre sceptique sur la vérité. Soit qu'on peut très bien être sage, mais ça n'apporte pas pour autant le bonheur. Donc, cette fois-ci, c'est l'union entre sagesse et bonheur qui serait vue de manière critique. Et on a ordonné en 2 parties les contributions, avec un nombre très représentatif de l'histoire de la philosophie jusqu'aux thématiques contemporaines sur cette union entre sagesse et bonheur dans une première partie. Et puis dans la deuxième partie, on a examiné des critiques sceptiques. Jusqu'à l'époque contemporaine encore, cette désunion-là. Vous parlez de l'Antiquité, donc il y a des textes qu'on retrouve à l'intérieur de votre livre qui abordent la notion de bonheur et de sagesse
dans certains textes de l'Antiquité? En fait, je dirais que plus de la moitié des textes, même ceux qui ne sont pas explicitement en philosophie ancienne, font des références très explicites et intègrent vraiment explicitement les questions de tradition philosophique grecque à leur propos. Ça, oui. Ça forme vraiment la trame de fond de toutes les contributions. On a de plus un spécialiste de philosophie ancienne qui est le co-directeur de publication, Benoît Castelnerac, qui a parlé, qui a fait une intervention sur Alexandre le Grand dans le cadre de cet ouvrage, sur la notion de magnanimité. Mais plus profondément, quand on pense aux sceptiques modernes tels que Hume, sur lequel il y a 2 textes, Hume se réclame des sceptiques anciens. Ah bon? Quand on parle de Montaigne, comme c'est le cas avec le texte de Louis Seva, Montaigne est un très grand lecteur des anciens. Et à la fois, Montaigne lui-même cite beaucoup les anciens, et puis quand on commente Montaigne, on fait des rapprochements justement avec les sceptiques, pyrrhoniens et autres. Et vous avez travaillé particulièrement sur Spinoza. Oui, avec là encore toute une manière de resituer Spinoza. Mon texte porte sur la problématique de la pensée de la mort. Oui, oui. Et je fais justement une analyse depuis l'Antiquité pour montrer comment Spinoza se positionne très explicitement à l'encontre de la tradition platonicienne et stoïcienne, en adoptant une sorte de perspective épicurienne sur le bonheur, mais pour des raisons qui lui sont propres et qui sont différentes. Donc c'est à ce titre-là que chaque étude offre vraiment à la fois une analyse conceptuelle, ici par exemple sur la pensée de la mort. Dans quelle mesure est-ce que la pensée de la mort... lorsque nous savons que nous allons mourir. Voilà, pourrait ruiner l'idée même du bonheur. Oui. En même temps, pendant longtemps, on n'a pas conçu l'idée même de la sagesse sans être une réflexion sur la mort. Oui. Parce que dans quelle mesure peut-on être sage si on vit comme un insouciant au jour le jour sans penser à la finalité ultime de nos jours? Oui, c'est ça, exactement. Donc, chaque texte est vraiment dans une perspective à la fois d'analyse conceptuelle sur un thème donné qui reprend toujours des notions relatives au bonheur ou à la sagesse, et aussi historique. J'ai prélevé une phrase à l'intérieur de votre livre, « Une sagesse bien comprise engage sur la voie du bonheur ». Voilà, ça c'est la perspective d'Ignon. Oui, voilà. Alors, donc, que faut-il savoir en terminant pour être heureux? En faisant... Avec tout ce qu'on retrouve à l'intérieur du livre. Qu'est-ce que vous diriez spontanément? Chaque auteur a une perspective différente, mais donc il y a une grande tradition selon laquelle on doit avoir des connaissances relatives à la finalité de la vie humaine. Donc la finalité de la vie humaine, ça peut être quelle est la valeur suprême de l'humanité. Alors la réflexion philosophique, très traditionnellement, va venir. Il y a des notions de générosité, d'altruisme, de rapport à l'autre qui sont extrêmement présentes dans l'ouvrage et qui, je dirais, constituent une des originalités. Parce que dans les ouvrages européen, admettons que celui-là soit vraiment américain, Amérique du Nord et Amérique du Sud et centrale. Dans les recueils européens, on s'interroge peu sur l'altérité, le rapport à l'autre, alors qu'un très grand nombre de textes ici en sont empreints. Puis la réflexion sur la mort est également omniprésente dans les considérations de sagesse. Et je sais qu'il y a à l'intérieur aussi un texte sur les Autochtones, sur la philosophie et les Autochtones, alors des Autochtones d'ici, évidemment, d'Amérique du Nord. Oui, tout à fait. Et que soulève-t-il en terminant sur la question du bonheur et de la sagesse? Il soulève une conjonction entre les 2 termes, c'est-à-dire que c'est par une forme de sagesse qu'on atteint effectivement le bonheur, mais la spécialiste est à la fois philosophe et sociologue, Valérie Dubé, qui a traité de cette thématique. Et elle amène aussi des considérations d'ordre épistémologique sur ce qu'est la notion de vérité dans ces sagesses-là, qui sont vraiment très intéressantes. Mais l'idée générale, c'est ça, c'est que pour des raisons qui leur sont propres, qui sont tout de même distinctes des raisons traditionnelles en philosophie, on arrive au même résultat que la grande tradition occidentale et philosophique habituelle, issue des Grecs, rationalistes notamment, que sagesse et bonheur vont de pair. Mais ici, la sagesse est plutôt prise moins comme un ensemble de connaissances strictes que comme un mode de vie. Alors, merci beaucoup, Siliane, pour ce partage et pour ce beau recueil de textes. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation.